Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires, réalisé avec le réseau VIA et les télés locales de France. Nous serons en duplex et en direct en Normandie avec Jérôme Rabier. Vous savez qu'aujourd'hui, la France commémore donc le débarquement du 6 juin 1944. On se rendra tout à l'heure à Vers-sur-Mer avec Jérôme Rabier. Puis Territoire d'Info, l'invité politique ce matin. Eh bien, c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. On a beaucoup de questions à lui poser. Ce qui se passe dans les services publics de santé, notamment les urgences. Vous le savez qu'il y a de gros problèmes aux urgences dans les hôpitaux. Enfin, l'actualité sénatoriale avec Territoire Sénat en fin d'édition. Tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un instant. À tout de suite. Je vous le disais, la France commémore en Normandie aujourd'hui le débarquement du 6 juin 1944. Nous allons nous rendre sur place à Vers-sur-Mer. Coup d'envoi aujourd'hui de ces cérémonies. Jérôme Rabier est sur place. Bonjour Jérôme, comment ça va se passer aujourd'hui ? Merci Cyril, effectivement la journée de commémoration débutera ici, juste derrière moi, à Vers-sur-Mer, par une cérémonie franco-britannique en présence d'Emmanuel Macron et de la première ministre britannique Theresa May. Ils vont ensemble poser la première pierre d'un mémorial dédié aux forces britanniques qui ont débarqué ici il y a 75 ans sur la plage de Gold Beach que vous pouvez apercevoir juste en contrebas du lieu de la cérémonie. Ce sera donc le premier événement du jour avant toute une série de commémorations sur les lieux du débarquement allié en Normandie. Jérôme, tout d'abord, aujourd'hui, un aspect politique, puisque Theresa May rencontre Emmanuel Macron, une première ministre britannique qui s'en va théoriquement demain. Exactement Cyril, la politique sera probablement au cœur de cette cérémonie. Rendez-vous compte, la première ministre britannique Theresa May, elle effectue ici sa dernière sortie officielle avant sa démission effective demain. On va commémorer le sacrifice de soldats britanniques venus libérer l'Europe il y a 75 ans, au moment même où les Britanniques vont quitter l'Union européenne avec le Brexit. Le Brexit non réussi par Theresa May et qui a causé sa chute politique. Nul doute qu'Emmanuel Macron en dira un mot également, lui qui a profité dès hier soir d'une première cérémonie pour vanter le lien indéfectible entre les nations alliées et mise en garde contre le retour des nationalismes. Le ton est donné. Jérôme Rabier en direct de Vers-sur-Mer en ce D-Day commémoratif 75e anniversaire du département. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30 en duplex et en direct de Normandie. Jérôme, merci, à tout à l'heure. Alors qu'on démarrait hier donc ces cérémonies du 75e anniversaire du débarquement, chaque année le département de la Haute-Savoie lui organise l'opération Rando Glières. Cette journée dédiée à la transmission de la mémoire des résistants est menée auprès des élèves de Haute-Savoie. Une occasion pour ces jeunes de découvrir le plateau de Glières, haut lieu national de la résistance, et de participer à ce fameux devoir de mémoire. Un reportage d'Alex Boucher. Il ne faut pas polluer. C'est dans le cadre d'un hommage au maquis des Glières, un mouvement de résistance durant l'occupation nazie, que les enfants de cette classe randonnent et parcourent le plateau des Glières. Une marche à travers les montagnes pour connaître l'histoire locale et mieux comprendre l'histoire mondiale. Ils le comprennent à leur niveau, mais surtout ils le ressentent. Et c'est le but de ces journées-là aussi, c'est de le ressentir. C'est important parce que ça leur fait vivre un moment très convivial, avec de nombreux élèves, de nombreuses écoles. Et c'est l'accomplissement de tout un travail de plusieurs mois sur la Seconde Guerre mondiale et aussi sur l'ouverture après sur l'Europe. Raconter les différents conflits et leurs horreurs fatidiques est souvent difficile pour les professeurs. Des journées grandeur nature comme la rando Glières sensibilisent les plus éloignés de l'histoire française du XXe siècle. Une balade éprouvante de 4 heures qui se clôture par un pique-nique. Elle est bien, on a fait plein de choses, on a monté, on a descendu, on a trouvé de la neige même. Et
On s'amusait bien, sauf que ce qui était un peu énervant, c'est que c'était fatigant. C'était super long, quoi. Fatigant, presque, mais ils ont trouvé de la ressource pour reprendre mélodieusement un chant des maquisards. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. La Randoglière accueillera 2200 élèves. En tout, ce ne sont pas moins de 40 000 élèves qui ont commémoré les résistants au pied du monument national. Voilà, un sujet de 8 Mont-Blanc. On reviendra évidemment dans le Club de la Presse tout à l'heure avec Guillaume Doyen et Stéphane Vernet sur ces cérémonies commémoratives du 6 juin 1944. Tout à fait autre chose, mais problématique aussi, cette surmortalité des abeilles avec cette opération coup de poing d'un apiculteur toulousain. Face à ce fléau, une opération a été montée contre cette surmortalité. Olivier, apiculteur en Midi-Pyrénées, tire la sonnette d'alarme et a décidé d'envoyer des lettres remplies d'abeilles mortes à Emmanuel Macron et aux autres membres du gouvernement. Il entend bien poursuivre son action jusqu'à ce que des mesures concrètes soient enfin prises pour remédier à cette situation catastrophique. Tristan Lapierre de Via Occitanie l'a rencontré. Regardez. Bruno Le Maire et Édouard Philippe. Dans ces enveloppes adressées à Bruno Le Maire et Édouard Philippe, Olivier a inséré des abeilles mortes pour faire réagir le gouvernement. Il y a un an, cet apiculteur toulousain a fait acte de candidature pour devenir ministre de l'Agriculture. Sa principale motivation, que des mesures soient prises afin de stopper la surmortalité des abeilles. À l'époque, son profil n'est pas retenu, mais il est tout de même accueilli à Paris par des élus. J'avais été reçu à Matignon par le Premier ministre, qui nous avait fait des avancées, des propositions qui au final se sont révélées être de la pure hypocrisie, puisque notamment le gouvernement s'était engagé à ne pas donner de dérogation sur les pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes, et début mai, le gouvernement a autorisé des dérogations sur ces pesticides tueurs d'abeilles. Alors pour marquer le coup et dans l'espoir d'obtenir des actions concrètes du gouvernement, Olivier a décidé il y a quelques jours d'envoyer des lettres remplies d'abeilles mortes, 20 grammes accompagnés d'un communiqué, car la situation est inquiétante. Depuis une trentaine d'années, les abeilles meurent dans tous les pays industrialisés. On constate le déclin des abeilles domestiques, donc les abeilles qu'on élève pour faire du miel. Le déclin, il est certainement beaucoup plus global. On peut parler du déclin de toutes les espèces d'abeilles sur Terre, donc on parle d'à peu près 20 000 espèces. L'apiculteur demande au gouvernement de mettre en place un plan Marshall pour la biodiversité. Il souhaite aussi une meilleure traçabilité du miel vendu en commerce. Tant que le gouvernement ne répondra pas à sa demande, Olivier continuera d'envoyer des lettres chaque semaine à tous les ministères. Pour qui le gâteau fiscal ? Alors que près de la moitié des actifs du Luxembourg vivent dans un État limitrophe, de plus en plus d'élus se posent la question de la juste répartition des impôts. Alors que la Belgique reçoit du Grand-Duché une compensation financière, la France et l'Allemagne ne touchent aucun reversement. Le maire de Metz et celui de Trèves ont co-signé une lettre adressée à Emmanuel Macron et Angela Merkel pour une juste répartition des impôts en région frontalière. Mais d'autres solutions tentent à se dessiner. Regardez ce reportage de Gaëlle Tisse, notre correspondante sur place. Ils sont 100 000 Lorrains à franchir chaque matin la frontière pour rejoindre leur travail au Luxembourg. Ces actifs, qui paient leur impôt sur le revenu au Grand-Duché, bénéficient pourtant des services publics français. Aujourd'hui, le maire de Metz est associé à celui de Trèves en Allemagne pour dénoncer un déséquilibre préjudiciable aux recettes de leur pays. Ces personnes reviennent sur les territoires où elles habitent. Et là, elles demandent des crèches, elles demandent des écoles, elles demandent des voiries, elles demandent de la culture, de l'entretien de toute nature, des piscines, que sais-je. Et la fiscalité qu'elles ont payée au Luxembourg, eh bien, reste au Luxembourg. C'est la même chose avec la dépendance, par exemple. La cotisation dépendance est payée au Luxembourg. Et puis, quand une personne est dans la dépendance, eh bien, c'est nous qui devons l'entretenir. Ou c'est la même chose pour un chômeur. Quand un chômeur perd son travail au Luxembourg, au bout de 3 mois, c'est nous qui devons l'entretenir avec les caisses de chômage françaises. Venu travailler avec les élus du sillon lorrain, le ministre luxembourgeois François Beauche a réaffirmé la position de son pays. Le Grand-Duché préfère cofinancer des projets transfrontaliers plutôt que de mettre en place un système global de redistribution. Il vaut mieux se concentrer ensemble sur des grands projets concrets qui coûtent normalement très cher, au lieu de d'éparpiller sur une cinquantaine de communes de l'argent qui à la fin ne va pas permettre à développer d'une façon solide et vraiment soutenue la région.
C'est ainsi que le Luxembourg s'est déjà engagé à investir 120 millions d'euros pour le développement d'infrastructures. Une somme jugée largement insuffisante pour Dominique Gros, mais Pierre Cuny, maire de Thionville, y voit un début de rééquilibrage. On a des projets communs, on a le parking P+R sur Thionville qui va être financé, il y a à Longwy aussi des parkings, et puis ce matin on a évoqué la possibilité d'aller beaucoup plus loin. D'aller plus loin par exemple dans du cofinancement, de création par exemple de places de crèche. Place en crèche, nouvelle voirie, réhabilitation de friches industrielles. Encore faut-il aujourd'hui détecter et faire remonter les besoins des territoires. Voilà, et maintenant, les modes de vie néerlandais se rapprochent de chez nous. La fête du vélo se déroule en ce moment dans l'agglomération grenobloise et c'est l'occasion pour les écoliers de tester un nouvel engin à 4 roues, 9 paires de mollets et un moteur électrique. C'est le School Bus, un nouveau mode de ramassage scolaire venu des Pays-Bas, découverte avec les équipes de Télé Grenoble. Regardez. Aller à l'école de façon écologique tout en faisant du sport, c'est l'objectif du School Bus. Ce vélo collectif à assistance électrique permet à 8 enfants de pouvoir pédaler en même temps. À mi-chemin entre une Rosalie et un tandem XXL, le School Bus est né aux Pays-Bas. Son concept a ensuite été importé en Normandie il y a 6 ans. En Normandie, nous avons 10 lignes régulières de ramassage scolaire et donc qui emmènent 80 enfants depuis leur domicile jusqu'à l'école le matin et 80 depuis l'école jusqu'à leur domicile le soir. Le School Bus effectue donc un ramassage scolaire. Chaque enfant met son cartable dans un coffre. Une fois casque et gilet enfilés, direction l'école où tout le monde pédale en rythme. Une initiative qui veut changer les mentalités sur les voitures et les modes de transport doux. Une mission validée si l'on en croit les parents et les enfants. C'est bien, ça préserve l'environnement, ça pollue pas comme les voitures. Moi, je trouve ça génial parce que c'est pour protéger l'environnement et en même temps on peut faire du sport, donc je trouve ça génial. C'est surtout eux qui nous ont parlé de cette initiative et qui trouvaient ça intéressant. Et du coup, on s'est un peu renseigné, on ne connaissait pas trop la démarche et on a trouvé ça sympathique de partager le chemin de l'école le matin avec d'autres camarades. Autre avantage insoupçonné du School Bus, les enfants auraient même tendance à être plus autonomes dans leur vie de tous les jours. Les parents nous ont vraiment rapporté le fait que les enfants gagnaient énormément en autonomie, en termes notamment de réveil pour le réveil seul. Les enfants s'habillent seuls, sortent seuls, mangent seuls pour pouvoir être sûrs de ne pas louper le school bus, puisque si l'horaire est passé, nous passons notre chemin. Et donc l'enfant le sait et se débrouille par lui-même. Donc ça, c'est un très bon retour. Une expérience qui semble être une véritable réussite, puisque 95% des enfants qui utilisent le school bus ont déjà changé leur mode de transport pour s'orienter vers la marche, la trottinette ou bien évidemment le vélo. Voilà, retour à l'actualité du jour, les commémorations du 6 juin avec les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. On démarre Saveria, bonjour avec la une de la Dépêche du midi, ces commémorations du 6 juin. Il y a 75 ans. Il y a 75 ans, les Alliés débarquaient sur les plages normandes après le Royaume-Uni. La France commémore aujourd'hui en Normandie le débarquement du 6 juin 1944. Les nations engagées dans le débarquement ont rendu hommage aux soldats disparus et aux vétérans. C'était hier à Portsmouth. 300 ont fait le déplacement, tous âgés de plus de 90 ans. Et puis à la une de la presse de la Manche, c'est un des journaux du groupe Ouest France. Encore merci. Il a 97 ans, mais il a tenu à revivre le débarquement en sautant en parachute. Tom Rice craignait que les Normands n'aient pas pardonné les destructions de la guerre. 75 ans après, le vétéran américain a réédité son saut du 6 juin 1944 sous les acclamations de la foule. Un beau vol, un beau saut, tout était parfait à l'ancien para de la 101e division aéroportée américaine à son atterrissage dans un champ au nord de 40 ans. Il y a 75 ans jour pour jour, à seulement 22 ans. Il avait embarqué en Angleterre avant d'être largué en pleine nuit au-dessus du Cotentin avec les 9000 autres hommes de sa division. L'objectif était alors de sécuriser les routes des marais de 40 ans, une ville à l'intersection des plages d'Utah et d'Omaha Beach où devaient débarquer une centaine de milliers de soldats dès l'aube.
Il est avec nous, Stéphane Vernet de Ouest France. Et à la une de Ouest France, c'est l'hommage et le souvenir ce matin, Saveria. Ce 6 juin marque donc les 75 ans du débarquement des Alliés sur les plages normandes pour libérer l'Europe du joug nazi. Hier, plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron, Theresa May, Donald Trump, ont rendu hommage aux libérateurs du continent. 300 vétérans étaient présents lors de cette cérémonie très émouvante. Aujourd'hui, c'est dans la Manche que les hommages se poursuivent. Ils vont commémorer la plus grande opération militaire de l'histoire. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dans le Calvados et dans la Manche. Parmi les temps forts de la journée, la cérémonie au cimetière américain de Colville-sur-Mer, près d'Omaha Beach. Elle sera coprésidée par Emmanuel Macron et Donald Trump devant plus de 10 000 personnes. Merci Saveria. On vous retrouve pour l'actualité parlementaire au Sénat en fin d'édition. Tout de suite, c'est le Club de la Presse. Guillaume Doyen, Stéphane Vernet. Stéphane Vernet, bonjour, merci. Bonjour. Ouest France, bonjour Guillaume Doyen, Bonjour. la Gazette des communes, des départements et des régions. À 97 ans, le vétéran fait un saut dans le temps. Il a tenu à revivre ce débarquement en sautant en parachute. C'est l'objet d'un beau papier dans Ouest France aujourd'hui, Stéphane Vernet. En dernière page, oui, c'est un des temps forts. Le début du papier rappelle qu'au music hall, en fait, celui qui fait l'introduction en fait, chauffe la salle avant les vedettes. Et en disant sur ce saut en parachute, le rôle est inversé. C'est-à-dire que ce jeune homme de 97 ans qui saute, c'était lui la vedette hier, plus que les chefs d'État qui étaient attendus aujourd'hui. Et puis voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a toujours été très, très discret. Dans son histoire, je crois qu'il avait fait un livre en 2004 où il racontait, mais en fait personne ne savait, il n'en parlait pas au quotidien. Et c'est son voisin en Californie qui a redécouvert toute son histoire. Et comme disait très bien Saveria, ce qui est étonnant chez ce monsieur, c'est que 75 ans après, il se demandait encore si les Normands, en fait, la Normandie et les Normands tenaient rigueur aux Américains des destructions survenues dans le secteur pendant la guerre. C'est vrai que ça fait partie des faits majeurs aussi du débarquement et de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un mémorial dans le Calvados, je ne veux pas dire de bêtises, qui a été érigé à la mémoire des 50 000 civils français qui ont été tués dans les bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ça fait partie aussi de tous les aspects qu'on remet sur la table à chaque 6 juin de ces commémorations. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a le débarquement, mais il y a aussi tout ce qui a été vécu avant, c'est ce qu'on a vu hier, tout ce qui a été vécu autour, et tout ce qui nous reste de cette période extraordinaire au sens propre du terme. Alors, il avait 22 ans à l'époque. On s'en rend compte d'ailleurs, en regardant les images, en se repenchant sur cette période importante de notre histoire, qu'ils étaient tous jeunes, Guillaume Doyen, très jeunes, y compris ceux qui sont morts, bien sûr. Ils étaient très jeunes et c'était des soldats, pour leur grande majorité, inexpérimentés. Vous savez, l'armée américaine en 1939, si on parle d'elle, elle était réduite à la portion congrue. Il a fallu tout constituer. Il n'y avait pas de tradition militaire, presque plus. Il n'y avait pas beaucoup de troupes. Il a fallu créer ça à toute allure. Donc ce sont des Bleus quand même. Si on parle des Américains, ce sont des Bleus qui ont débarqué sur nos plages en prenant ces risques majeurs, pour un certain nombre d'entre eux en escaladant des falaises. Donc ça fait partie de la légende et de l'exploit américain. Les Anglais, eux, déjà, étaient plus expérimentés avec des habitudes militaires mieux ancrées. Enfin, il faut quand même saluer aussi le sacrifice énorme que des types venus d'un pays qui n'était pas tellement militarisé à l'époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, ont réalisé en France. C'est le sens de la venue du président américain, Donald Trump, Stéphane Vernet, à ces cérémonies. Les alliés, ils sont toujours alliés, mais ils s'entendent aussi bien que ça maintenant. On est dans une période très particulière qui est liée à la personnalité de Donald Trump et à la façon dont il envisage les rapports internationaux qui sont dans son logiciel, qui sont d'abord des rapports de force et dans lesquels il s'impose. Donc voilà, ce qui est assez nouveau. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que en réalité, la tradition de la présence des chefs d'État sur les plages du débarquement au moment des commémorations a été initiée en 1984. C'était l'initiative de François Mitterrand. C'est Ronald Reagan qui était là. Voilà, c'était 40 ans après le débarquement, parce que en fait, dans les processus de commémoration, il y a des phases, il y a des périodes, il y a des époques. C'est un long process
de maturation. Au début, en fait, les premières commémorations, elles appartiennent toujours à ceux qui ont fait les guerres, en fait. C'est-à-dire ceux qui les ont vécues. Puis au fur et à mesure que les générations passent, il y a un certain nombre de translations, il y a des choses qui mûrissent et qui peuvent se faire. Il était probable que dans les toutes premières années des commémorations du débarquement, il ne pouvait pas y avoir de présence de chefs d'État au tout début. Ça a été rendu possible 40 ans après, à l'initiative de François Mitterrand. Il me semble que c'est en 2004 et Jacques Chirac qui avait fait venir pour la première fois un représentant de l'Allemagne. Les Russes ont été intégrés après. Et c'est devenu, au fil des ans et aujourd'hui, le moment ou l'endroit où on célèbre la paix dans le monde et ces alliances qui ont été très fortes dans l'histoire. Et que, effectivement, Donald Trump, par son comportement, remet en cause aujourd'hui. Mais c'est Gilles Legendre qui le disait, c'est bien hier, il me semble, en disant mais la France et les États-Unis sont des alliés pour toujours. Le problème, c'est pas la relation entre la France et les États-Unis. Le problème, c'est la façon dont Donald Trump se comporte en matière de relations internationales aujourd'hui. Il faut aussi faire le distinguo. Et pas de Vladimir Poutine, Guillaume Doyen, ce matin. Alors, pas de Vladimir Poutine. Poutine qui a rappelé hier, par la voix d'une de ses porte-paroles, que la focalisation sur le débarquement faisait oublier les sacrifices énormes consentis par les soviétiques à l'Est pour battre les Allemands depuis Stalingrad. Et c'est vrai que ça a fini par nous donner l'héroïsme anglo-américain sur les plages de débarquement a fini par nous faire oublier ce qui s'était passé à l'Est. Pendant ce temps-là, la guerre continue à l'Est. Les soviétiques ont perdu 20 millions d'habitants. Je pense que là, il ne faut pas qu'on ait une vision tronquée de cette fin de Deuxième Guerre mondiale. Avant, il y a eu Stalingrad, avant, il y a eu Koursk, avant, il y a eu les grandes victoires soviétiques à l'Est. Peu importe que ce soit Poutine qui le dise, il faut quand même qu'on s'en rappelle. Et les Français, juste après la Deuxième Guerre mondiale, pensaient fortement aux soviétiques, aux libérateurs soviétiques quand même. On les a aujourd'hui totalement oubliés. Alors, il y a des rencontres diplomatiques en marge de ces grandes commémorations où se retrouvent tous les chefs d'État. Et, on l'a vu tout à l'heure, Jérôme Rabier était en direct de Normandie, nous indiquait aujourd'hui une rencontre entre Theresa May, la première ministre britannique, jusqu'à demain, puisqu'elle quitte théoriquement demain, et Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on peut dire à une première ministre britannique qui a perdu sa majorité et qui s'en va demain, Stéphane Vernet? À quoi ça sert? Je ne sais pas. J'aimerais bien... Mais la question se pose, non? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'aimerais bien être a fly on the wall, c'est comme disent les Américains, la mouche sur le mur, pour pouvoir écouter tout ce qui se dit. Non, parce qu'elle n'a aucune maîtrise sur la suite, Theresa May. On l'a bien vu, d'ailleurs, elle n'avait pas beaucoup de maîtrise dans le processus. Ah non, elle n'en a aucune. Et puis ce qui s'est passé, on parlait de Donald Trump, ce qui s'est passé dans les jours qui viennent de s'écouler là en Grande-Bretagne, la visite officielle de Donald Trump en Grande-Bretagne a été terrible pour Theresa May, parce que Donald Trump a débarqué en Grande-Bretagne en pays conquis, comme si la Grande-Bretagne était une ancienne son avis qu'elle colonie. serait le bon Premier ministre, Boris Johnson. Voilà, exactement, comme si la Grande-Bretagne était une ancienne colonie des États-Unis et non l'inverse. Et en venant dire que comment il fallait procéder pour le Brexit, parce que c'est un partisan du Brexit dur, en choisissant quasiment son successeur. Enfin, c'est hallucinant. On est dans un contexte terrible et c'est très humiliant pour elle, quoi, effectivement, parce que il a pas eu des mots particulièrement sympathiques pour Theresa May en expliquant qu'elle avait mal négocié son truc. Enfin, voilà, le contexte est quand même assez particulier. J'en profite pour dire quand même que je trouve intéressant que la cérémonie internationale se soit passée à Portsmouth hier et non pas en Normandie aujourd'hui, même si ça a peut-être froissé un peu les Normands, parce que je vous rappelle qu'il y a un seul chef d'État au monde qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, et ce chef d'État, c'est la reine Elisabeth. Ah oui, bonne remarque, Stéphane Vernet. On termine quand même, je signale un papier de Guillaume Doyen, de la Gazette des Communes, dans votre journal sur la revitalisation des centres-villes, qui est devenu un objectif prioritaire. Il y a une photo d'ailleurs terrible qui illustre ce papier, un centre-ville où il n'y a plus rien, Guillaume Doyen. Oui, alors ça nous ramène à un sujet plus concret et plus politique aussi. Ça nous ramène aux élections municipales. Ça va être un des enjeux essentiels que de sauver ces centres-villes. On revient sur le terrain franco-français. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises pour, vous savez, le plan Action Cœur de Ville, la loi Elan, la loi
d'orientation des mobilités. Et vous avez choisi une bonne photo. Là, il pleut, tout est fermé. C'est vraiment incroyable cette désertification. Il faut croire qu'on a de bons iconographes. Et donc, effectivement, l'objectif prioritaire qui va se poser aujourd'hui en France dans un certain nombre de collectivités, ça va être de revitaliser les centres-villes, ça va être d'avoir des plans pour ça. Et pourquoi je dis ça, c'est pas uniquement pour relancer le commerce, c'est aussi pour éviter que le Rassemblement national, si vous voulez, ne prenne pied, ne s'empare d'un grand nombre de municipalités dans la France dite, dans la diagonale dite du vide. C'est ce qui peut possiblement se produire. Donc la revitalisation des centres-villes, un objectif prioritaire, c'est dans la Gazette des communes et c'est disponible sur le site internet aussi. Merci Guillaume Noyen, vous restez avec nous, ainsi que Stéphane Vernet. On reviendra bien sûr sur ces commémorations du D-Day du 6 juin 1944 tout à l'heure, après l'invité politique qui est Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, qui sera là dans quelques minutes. Tout de suite, c'est la météo des territoires. Ça s'améliore beaucoup en France. Aujourd'hui, le temps est beau, vous allez le voir. On se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, nous allons maintenant regarder ce qui s'est passé dans le reste du monde, ce que vous devez retenir de l'actualité avec le zappement de TV5 Monde. Ce sont les cérémonies du débarquement du 6 juin 1944, image de la commémoration à Portsmouth hier avec tous les chefs d'État, sauf Vladimir Poutine. Et puis la fusion qui déraille, vous allez le voir, Fiat Chrysler, le constructeur retire son offre de fusion avec Renault. On se retrouve après avec l'invité politique Agnès Buzyn, ministre de la Santé. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La cérémonie du souvenir de ceux qui ont libéré l'Europe du nazisme est de caractère militaire, devant un parterre de vétérans et sous les yeux de nombreux chefs d'État. Sur la tribune d'honneur, on peut reconnaître Donald Trump, juste à côté de la place d'honneur réservée à la reine Elisabeth. Également sur la tribune, le président français Emmanuel Macron, mais aussi la chancelière allemande Angela Merkel, dont la présence revêt un caractère symbolique de réconciliation. Tous les chefs d'État alliés en 1944 ont accueilli la reine, à l'exception notable du président russe, Vladimir Poutine, qui n'a pas été invité. Au lieu de passer à la vitesse supérieure, Fiat Chrysler fait plutôt marche arrière. En évoquant dans son communiqué des conditions politiques non réunies actuellement, le constructeur italo-américain réagit aux propos du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Je veux des assurances sur l'emploi. Je veux des assurances sur les sièges, je veux des assurances sur les sites industriels, des assurances sur la bonne gouvernance et des assurances sur le fait que ça se passe dans le cadre de cette alliance entre Renault et Nissan qui a été profitable à la France. Des craintes qui refroidissent Fiat Chrysler. Le projet prévoyait que la famille Agnelli, propriétaire de Fiat, devienne le principal actionnaire du futur groupe, ce qui engendrerait une baisse du pouvoir de l'État français. Ce sont les dernières images transmises sur les réseaux sociaux. Ces Soudanais, ce mercredi, sont venus défier l'armée à Omdurman, à quelques kilomètres de Khartoum, malgré l'intense répression qui s'abat sur le pays.
Signe du déséquilibre, cette scène à la télévision. Une même image du chef du conseil militaire. L'une est diffusée ce mardi, l'autre ce mercredi. Le message est très différent. Mardi, rupture du dialogue entre militaires et contestataires. Et mercredi, offre de dialogue. Il s'appelle Guo Qinhuang et il est recherché par la Chine pour trafic d'espèces protégées. Il s'appelle Ergest et Taulant Memo et c'est la Grèce qui les demande pour exploitation illégale de bois. Ce mercredi, Interpol a lancé une très rare opération d'appel à témoins pour 7 fugitifs recherchés pour des crimes contre l'environnement. Deuxième partie de notre émission avec l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Agnès Buzyn. Bonjour, vous êtes la